Est-ce que tu as déjà parlé avec des anthropologues, des personnes pour Ah oui, débattre de ce oui, sujet-là? oui. J'ai un monsieur Qu'est-ce du qu'ils t'en CN disent? j'ai un monsieur du CNRS. C'est une des toutes premières fois que je faisais cette conférence, il y a une dizaine d'années, un monsieur du CNRS qui est venu me voir à la fin de la conférence en me demandant de ne plus faire cette conférence. Parce que j'étais pas archéologue, parce que j'étais pas anthropologue, parce que j'avais pas de diplôme qui me T'as pas, permettait de parler de ça. t'as pas le droit de réfléchir par toi-même, quoi, presque. C'est ça. Voilà. Alors je lui ai dit qu'effectivement, moi j'étais un chercheur passionné, j'allais voir les crânes longs un peu partout sur la planète, et que lui c'était un chercheur diplômé, et savoir ce qu'il avait déjà vu des vrais crânes longs. Il m'a dit non. Voilà. J'ai dit, la différence elle est là. Émission un peu spéciale aujourd'hui. On va parler peut-être phénomène extraterrestre. On va parler de crâne allongé aujourd'hui. On va voir ensemble d'où ça peut venir, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est une preuve extraterrestre, est-ce que c'est des coutumes qu'il y avait dans certains pays, comme même en France, après quelques recherches, j'ai vu qu'il y en avait en France. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui avec Patrice Marty. J'espère que vous êtes très curieux, parce que moi je le suis. Allez, à tout de suite. Patrice Marty, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, je te remercie, et toi? Ben ça va, merci. Je suis très content de te recevoir à nouveau sur la chaîne parce que tu étais passé il y a pas loin d'un an, je crois que c'était pendant l'été de l'année dernière. On avait parlé des crânes de cristal. Oui. Voilà, c'est ça, déjà un sujet passionnant à l'époque. C'est pas si longtemps, mais voilà. Aujourd'hui, on va parler de crânes, mais différents. On va parler des crânes allongés. Alors, on va voir d'où ça vient. Comment ça a été trouvé les premières fois. Enfin voilà, j'ai plein de questions. Puis on va voir aussi un petit peu si c'est que des crânes humains, si ça peut être d'autres choses et pourquoi ils sont allongés. Bon, de toute façon, on va voir ça, il y a plein de questions. Donc voilà. En tout cas, je te remercie de faire cette émission avec moi aujourd'hui. C'est vraiment super, c'est passionnant. Ouais. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet direct, hein, mais alors, les crânes allongés, alors déjà, c'est quoi? Ce sont de vrais crânes en os. C'est pas comme les crânes de cristal qui sont en cristal, mais là, ce sont des vrais crânes en os qui ont été trouvés un petit peu partout sur la planète et qui répondent pas au canon de ce qu'on connaît du sapiens. Il y a deux types de crânes qui ont ces caractéristiques. Il y a ce que j'appelle les crânes allongés. Ça veut dire que c'était des crânes qui étaient ronds et qu'il y a eu une déformation qu'on a allongée. Okay. Et je fais la différence avec des crânes longs qui, eux, sont nés longs, pas ronds comme nous. Deux choses différentes. Donc, on a les crânes allongés et les crânes longs. Les crânes allongés, dans l'histoire de l'humanité, on ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, beaucoup de cultures, dans beaucoup de pays, on a vu des gens qui se déformaient le crâne et des cultures qui pratiquaient cette déformation corporelle. Alors les archéologues ont balayé ça d'un revers de la main en disant que c'était un effet de mode et de torturer son enfant. Ok, je vois pas trop l'intérêt, mais parce que pour déformer un crâne, il faut le faire dès la naissance des bébés et il faut le faire jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans. J'en discutais avec une pédiatre un jour et elle me disait ça c'est une torture, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas juste un truc, c'est vraiment une torture pour le gamin parce que c'est une compression du crâne et avec différentes techniques qui ont été documentées avec des planches de bois, avec des cordes, avec différentes techniques, enfin c'est plus barbare les unes que les autres et ça permettait effectivement de déformer les crânes des enfants et ensuite en grandissant et garder cette déformation crânienne. On en retrouve des crânes déformés comme ça, des crânes allongés quasiment sur tous les continents. On en a en France, il y en a au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Chine, enfin au Japon, il y en a partout. Personne ne sait vraiment pourquoi, si ce n'est qu'un effet de mode, soi-disant, on a déformé le crâne des enfants. Alors, l'effet de mode de déformation corporelle, il y en a plusieurs qu'on connaît. Hein. Donc, il y a des crânes comme ça, allongés. Il y a les femmes girafes, par exemple, on les tire le cou en mettant des anneaux. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les femmes plateaux aussi, où on déforme les lèvres avec des plateaux.
c'est ça. En Chine, il y avait les petits pieds. On réduisait les pieds des femmes. Ils bandaient les pieds pour vraiment. Bandés pour des petits pieds. Alors, c'était pas des canons de beauté, tout ça. C'était juste uniquement pour une seule et unique raison. On nous dit que c'était la mode. Pas du tout. C'était juste pour pas que les femmes s'échappent. Voilà. Parce qu'avec des petits pieds, vous pouvez avancer. C'était les geishas. Les femmes girafes ou les femmes plateaux, elles pouvaient pas se balader partout comme ça. On leur enlève un anneau, le coup il tombe, elles battent. Donc, c'était pas forcément une partie de plaisir pour ces femmes à l'époque. C'était pas de la mode. On parle pas d'un collier en coquillage, tu vois. Oui, c'est clair. Voilà. Et après, il y a d'autres déformations physiques. Il y a la scarification. L'idée de se couper, ça fait des entailles, des cicatrices. Et avec ça, ils faisaient des dessins, des choses comme ça. C'était quelques tribus. Le limage des dents aussi, on a eu. Donc ça aussi, c'est quelques tribus qui faisaient ça. Les Mayas le pratiquaient, mais pas sur toutes les dents. Et ensuite, on a aussi le tatouage. Alors ça, le tatouage, ça a beaucoup pris partout. Mais voilà un peu toutes les changements corporels qui ont pu être faits au nom de la mode ou au nom d'une culture ou au nom d'un besoin. Et voilà. Et ils nous ont collé les crânes allongés là-dedans, sauf que tous ces effets de mode ou ces déformations dont on parle, c'est toujours des choses très concises qui restent. Par exemple, en Chine, c'était les petits pieds, c'est jamais sorti de Chine. Oui. Les femmes plateaux ou les femmes girafes, c'est quelques tribus en Afrique, par-ci, par-là. Les dents limées, etc., la scarification un peu plus, mais voilà. Donc ça n'a jamais quitté la zone où ça a été initié. Là, sur les crânes allongés, on les retrouve sur toute la planète, partout. D'accord. Et donc, c'était pas un sujet au départ qui me passionnait. Mais à travers les voyages que je faisais, partout où j'allais, je rencontrais ces crânes longs, ces crânes allongés. Et alors une fois, deux fois, trois fois, et que ce soit en Angleterre, au Mexique, au Pérou, à l'île de Pâques, partout où j'allais, il y avait ces crânes. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus, à faire des recherches là-dessus. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait ces deux catégories, donc des crânes qui étaient déformés artificiellement. Volontairement. Et volontairement. Et des vrais crânes qui étaient apparus comme ça, avec le crâne. Quand on déforme un crâne avec différentes techniques, et que c'est volontaire, donc artificiel, pour prendre une idée un peu qui va parler à tout le monde, vous prenez une balle de tennis, vous l'écrasez, vous allez changer sa forme, mais le volume sera toujours le même. Pour un crâne humain, c'est la même chose. Vous pouvez le déformer, mais son volume sera toujours le même. Et là, sur les vrais crânes longs dont je parle, on a des volumes qui sont jusqu'à 35% supérieurs à un crâne humain. Donc on est vraiment sur quelque chose de totalement différent d'un crâne humain. Et les représentations de ces crânes allongés, de ces crânes longs, on les retrouve vraiment encore une fois, sur tous les continents, dans énormément de pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, en Inde, on les retrouve partout. Il y a beaucoup de statues, de peintures, de choses comme ça, de représentations de ces personnages-là. En Égypte, là, j'en reviens, je suis arrivé lundi dernier d'Égypte, et là-bas aussi, il y a beaucoup de représentations de ces personnages, avec les crânes allongés, avec des crânes déformés comme ça. Néfertiti, on sait qu'elle avait un crâne allongé. Akhenaton, Toutankhamon, toute cette lignée-là, on sait que c'était des personnages qui avaient des crânes longs. On a découvert ces crânes depuis longtemps, ces crânes longs. Et les premiers qui ont été vraiment documentés, ça remonte aux années 1860, quelque chose comme ça, donc c'est pas d'aujourd'hui. Okay, ouais. Et voilà, et pour moi, ces crânes longs, c'est la seule preuve matérielle, organique, d'une civilisation différente du sapiens. Ça veut dire qu'il y a eu une civilisation à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, qui a vécu sur Terre, qui avait cette caractéristique de ce crâne long, et qui a disparu aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est une civilisation qui a existé dans le passé, qui s'est éteinte? C'est possible. Est-ce que c'est des êtres exogènes qui sont venus, qui sont repartis? Il y en a certains qui sont restés. C'est possible aussi. On n'a pas vraiment de réponse à ça. Mais néanmoins, c'est la seule preuve matérielle
et organique d'une civilisation différente du sapiens. D'accord. Comment on peut différencier, tu disais qu'ils sont 35% plus gros, mais par exemple, comment on peut vraiment différencier un crâne allongé, qui a été volontairement allongé, d'un crâne long? Est-ce qu'il y a des différences qui se voient au niveau de la longueur, de la forme? Au niveau du volume dont je parlais tout à l'heure. Un crâne humain, c'est un crâne rond. Même si tu l'allonges avec les techniques qu'on a évoquées tout à l'heure, tu ne changeras pas le volume. Le volume sera le même. Là, ces vrais crânes longs, ils sont beaucoup plus grands que les nôtres. Jusqu'à 35%, c'est énorme. Donc déjà, tu as le volume crânien qui est très important. Les mâchoires sont plus larges, les dents sont plus grandes, l'orbite des yeux, c'est jusqu'à 20% de plus au niveau de l'orbite des yeux. La suture crânienne, nous, notre crâne, il est tenu par l'arrière sur la colonne vertébrale, et pour avoir le mouvement de la tête et d'avoir un équilibre de la tête sur le corps. Eux, avec ce volume de crâne qui était beaucoup plus important que nous, ça veut dire deux choses. La première, il faut une structure osseuse beaucoup plus importante que la nôtre, donc des êtres beaucoup plus grands. On parle de personnes qui faisaient au minimum 2,30 m, 2,50 m, voire plus. Et pour tenir ce crâne très allongé et qui part un peu vers l'arrière, donc le poids partait aussi un peu vers l'arrière, il ne fallait pas une structure, une accroche sur la colonne vertébrale à l'arrière du crâne, sinon le crâne serait tombé en arrière comme ça. Donc l'accroche est un peu plus au centre sur ces crânes. Et on le voit très bien pour stabiliser effectivement le crâne, qui est cet équilibre parfait entre la structure qui est beaucoup plus importante et le poids du crâne. Parce qu'il n'y a pas que le poids du crâne, il y a aussi le poids du cerveau qui est à l'intérieur du crâne. Si les crânes étaient 35% plus grands, ça veut dire qu'ils avaient un cerveau qui était 35% plus gros aussi que le nôtre. Oui, puisque l'univers n'aime pas le vide. S'il y a des crânes longs, c'est parce qu'il est plein dedans, c'est pas comme nous. Hein. Et donc avec des capacités, on pense, différentes, avec une connaissance peut-être supérieure à ce que nous on a encore même aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, quand il y a ces crânes allongés, bien souvent on a des structures dites mégalithiques ou cyclopéennes, des structures immenses. Il y a les pyramides en Égypte, il y a les pyramides au Mexique, il y a les pyramides partout sur la planète. Et partout, il y a ces pyramides, bien souvent, on retrouve ces crânes allongés, ces crânes longs. Partout où il y a des murs cyclopéens avec des pierres immenses, où on ne passe pas une feuille de papier, bien souvent, on trouvait ces crânes longs en proximité. Donc, il y a toujours cette relation avec ces bâtiments, ces structures. Et donc, du coup, ils avaient forcément, pour moi, une connaissance qu'on a perdue aujourd'hui. Okay. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'à travers la planète, les sapiens, qui avaient le crâne rond comme nous, hein, voulaient ressembler à ces personnages qui avaient des connaissances particulières, qui avaient certainement une technologie qui était différente que celle qu'on a encore aujourd'hui. Peut-être que ces crânes ronds de l'époque voulaient ressembler à ces crânes longs et ont voulu peut-être ressembler à ces personnages considérés comme des divinités ou des dieux, et pour leur ressembler, se déformer le crâne. D'accord. Là, d'un coup, je peux concevoir l'idée d'aller faire ça à un enfant, essayer que son enfant ressemble à un dieu, quitte à le faire souffrir en lui déformant le crâne. Une maman, je peux l'imaginer, juste parce que c'est la mode. Non, pas vraiment. Oui. Donc voilà, donc ces crânes longs qu'on retrouve sur toute la planète sont toujours associés à ces structures incroyables qu'on retrouve et que j'essaie d'aller voir un peu partout. Alors c'est pour ça, parce que moi j'étais fasciné par tout ce qui était ancienne technologie, ces anciennes constructions, les anciens bâtisseurs, etc. Donc j'allais visiter tous ces lieux-là. Et donc forcément, je voyais ces crânes qui étaient là. Et c'est après que j'ai fait la relation entre les deux. Oui. Mais voilà, et c'est aujourd'hui, pour moi, quelque chose d'irréfutable. On a ces crânes qui existent. Tu me demandais les caractéristiques, les différences qu'il y avait, notamment, on parlait de la croche derrière le crâne, et aussi l'os occipital derrière, qui est totalement différent de celui du sapiens. Il y a différentes formes de plaques occipitales derrière. Et il y a surtout la fontanelle que ces fameux crânes n'ont pas du tout. Bien souvent, ces crânes longs, c'est un seul bloc, zéro fontanelle. Alors, au départ, on peut me dire, c'est
ça a un peu disparu, ça s'est ressoudé, on voit pas la fontanelle, ça a été poli, etc. Ok. Pour un crâne, 2 crânes, 3 crânes, je veux bien. On en a retrouvé des milliers comme ça. Donc non, c'est pas quelque chose qui est volontairement caché. Ils étaient comme ça, un seul bloc, ou alors juste avec une suture, pas de fontanelle. Ok. Une année, j'étais au Pérou et j'ai la chance quand je vais au Pérou de pouvoir aller chez des personnes dans des musées, mais surtout chez des personnes qui ont beaucoup de crânes longs comme ça. Et ils me les sortent des vitrines, je peux les avoir dans les mains, on peut les ausculter, les regarder. Et une année, j'étais avec un ostéo crânien qui était là. Et il me dit, oh, tes crânes longs, machin. Il me dit, il faudrait que je puisse en avoir un dans les mains, parce qu'il me dit, quand je fais un massage crânien aux gens, je ferme les yeux, je fais mon massage. Il me dit, je sais parfaitement où sont tous les os, etc. Je dis, ok, on va pouvoir te mettre ça dans les mains. Donc, on sort le crâne d'une vitrine, on le met dans les mains, il ferme les yeux, commence à tripoter le crâne. Et il me dit, Patrice, il y a des os qui existent qui ne devraient pas être là, et il y a des os qui devraient être là qui n'y sont pas. Il me dit, c'est pas un crâne humain. Je dis, ok. Et j'avais un toubib aussi avec moi dans le groupe, ça c'était l'année dernière. Et le toubib, il me dit, mais tu viens de foutre en l'air 35 ans de médecine. Il me dit, ce que je vois là, ça ne peut pas exister, ça ne doit pas exister. Il me dit, un crâne, un seul bloc sans fontanelle. Il me dit, la fontanelle, les plaques du bébé, elles se chevauchent pour passer au moment de l'accouchement dans le col. Les plaques sont obligées de se chevaucher. Si c'est un seul bloc, ça passe pas. Il me dit, tu viens de flinguer 35 ans de médecine, ça ne devrait pas exister. J'ai dit, tu me l'écris, ça? Il me dit, non, pas tant que je suis en fonction, quand je serai à la retraite. Mais tu vois, là, et ces crânes-là, ils ne veulent pas en parler. Même maintenant, aujourd'hui, ils les enlèvent des musées, ils les cachent, parce que c'est trop flagrant. Ça commence à se voir, le truc, tu vois. Et puis moi, je fais beaucoup de conférences là-dessus, j'en parle beaucoup. J'essaye d'en parler le plus possible, parce que c'est vraiment un truc de dingue, quoi. J'adore ça. Puis on est très peu en parler dans le monde, on est 2. Donc, tu vois, un monsieur aux États-Unis et au Pérou qui vit entre les États-Unis et le Pérou, qui s'appelle Brian Forrester, et moi. On n'est pas bien nombreux à en parler. Et voilà, ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille là-dessus. Je fais beaucoup de recherches. Là, je suis en train d'essayer de faire des analyses aussi sur des. Je vais te demander justement pour les analyses. Ouais, voilà. Je suis en train de travailler dessus. Est-ce qu'on a personne n'a pu dater, parce qu'on peut dater l'origine quand même aujourd'hui. C'est quoi au carbone 14, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Oui, non, on peut très bien dater. Alors là, j'attends des résultats de laboratoire effectivement pour une datation. Et ensuite, pour avoir un génome au niveau de l'ADN et d'avoir une analyse au niveau de l'ADN, c'est assez compliqué en France. Il y en a encore de l'ADN sur ces crânes-là? Oui, bien sûr. Comme tu as de la structure osseuse, tu as de l'ADN. Ouais, d'accord. Et le mieux, c'est les dents. Oui. Et dans les dents, il y a tout. Voilà. Oui, c'est vrai, au moins. Donc j'ai des dents. Et c'est ça que je suis en train de faire analyser. Et je sais pas encore ce que ça va donner au niveau des analyses, mais on sait que c'est alors, il y a déjà des analyses qui ont été faites aux États-Unis par justement Brian Forrester. Et les analyses ont révélé que ce qu'ils avaient travaillé, alors ils ne savaient pas ce que c'était. Brian Forrester leur envoyait des cheveux, des dents, de l'os, en leur disant, faites-moi des analyses là-dessus au niveau de l'ADN, qu'est-ce que c'est, et voilà. Donc le rapport a stipulé que ça ne correspondait à aucun animal vivant sur Terre ou ayant vécu sur Terre. Donc il n'y avait rien dans l'échelle au niveau du règne animal. Il stipulait également que ça n'avait rien à voir avec le sapiens et que ça n'avait jamais pu se croiser avec le sapiens. D'accord, donc c'est pas humain. On est sur quelque chose. Alors je dis pas que c'est pas humain. Je dis juste c'est quelque chose de différent du sapiens sapiens. Est-ce que c'est les crânes qui sont restés des Atlantes qui avaient survécu à la catastrophe? Pourquoi pas? Est-ce que c'est des crânes de la Lémurie qui sont restés après l'engloutissement de la Lémurie? Pourquoi pas? Est-ce que c'est des crânes extraterrestres, exogènes, de personnes qui sont venues ici visiter la Terre et sont reparties? Pourquoi pas? Tout reste open.
Mais c'est là, ça existe, et je trouve ça dommage de pas travailler dessus. Voilà. Ça c'est clair, c'est clair. Ouais. Enfin, je sais pas, moi, je suis curieux. Je trouve que c'est une grande découverte. Enfin, je veux dire, et personne n'en parle, personne ne se pose de questions, ou personne ne veut pas se poser de questions, je sais pas. Mais je veux dire, par là, ça pourrait quand même changer la face du monde, enfin, de l'histoire du monde. Ouais. Mais non, ça va. On est très bien entre nous. On a des grosses œillères. Faut pas regarder trop loin, quoi. C'est ça. Et quand on voit des représentations de ces crânes allongés, de ces crânes longs, à travers des sculptures, des peintures, des statues, des choses comme ça, ou des gravures, des pétroglyphes, on te dit non, mais non, c'est parce que le gars il a pris des champignons, il était drogué. C'est un truc de chaman. Alors quand ils voyaient un bison qui peignait les bisons sur les grottes de Lascaux, là c'est ce qu'ils voyaient. Mais quand ils ont peint des personnages avec le crâne allongé, non là c'est parce qu'ils prenaient des champignons. Ouais. Donc voilà, à un moment donné ils ont peint ce qu'ils ont vu et c'est vrai pour ces crânes allongés, ou c'est aussi vrai pour des vaisseaux qu'on a sur des pétroglyphes, des sculptures, des peintures. Voilà. Bah oui. Donc ils ont vu ces crânes longs, ils ont sculpté les crânes longs. Voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et effectivement, de reconnaître qu'il y avait cette civilisation différente du sapiens, ça pourrait expliquer tellement de choses. Rien que le chaînon manquant, peut-être que c'est un mélange de cette souche-là avec du sapiens qui a donné le sapiens derrière. Tu vois, ça pourrait expliquer le chaînon manquant. Ça pourrait expliquer plein de choses. Ces structures dites mégalithiques, mais tout le pouvoir en place, qu'il soit religieux, spirituel ou même politique ou économique et historique, surtout pas entendre parler. C'est la théorie de Darwin, hein, pas vérité de Darwin, hein, ça reste qu'une théorie de Darwin. Hein. Et voilà, mais aujourd'hui le modèle, il est là-dessus. D'accord. Et voilà, et donc ça reste là-dessus. Mais ça commence à se voir, ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, moi j'en parle beaucoup, j'essaie de communiquer beaucoup là-dessus. J'invite les gens, s'ils en voient quelque part dans un musée, de me le faire savoir, de m'envoyer un petit mail, m'envoyer des photos, parce que je peux pas aller partout et je peux pas être partout non plus. Je mettrai ton mail et le lien de ton site dans la description sous la vidéo. Comme ça, les personnes elles pourront, si jamais elles voient ça dans un musée, te contacter, t'envoyer un mail. Oui, bien sûr. Si elles voient ça dans un musée, qu'elles n'hésitent pas à me contacter, m'envoyer un petit mail, une photo, quelque chose. Et après, moi, derrière, ça me permet d'avoir des infos. C'est tout bête, mais un jour, j'ai quelqu'un comme ça suite à une conférence que j'avais faite ou une émission, je sais plus, m'envoie une photo d'un crâne long dans un musée. Je prends contact avec le musée et le conservateur du musée me dit non, mais en fait c'est pas un vrai, c'est une réplique en résine qu'on a acheté. Et alors je lui demande à qui il avait acheté. Il m'explique que c'est une société qui est spécialisée dans la reproduction de matériel archéologique. C'est eux qui font la plupart des dinosaures pour les musées ou les représentations d'animaux pour des musées ou des choses comme ça. Il devait avoir un modèle. Pardon ? Il devait forcément avoir un modèle pour faire ça. Donc, je prends contact avec ces sociétés. Le gars m'explique qu'effectivement, ils ont eu un modèle d'un crâne de Paracas. Donc, c'est une région du Pérou où effectivement, il y a beaucoup de crânes allongés comme ça et de crânes longs qui ont été retrouvés. Et il m'explique que c'est son métier, qu'il fait ça, etc. Et voilà. Et moi, je lui parle des crânes de Toulouse. Parce que en France, il y a ce qu'on appelle la déformation toulousaine. Et donc, je lui parle de ça. Et il me dit, mais écoutez, si vous voulez, moi, je connais bien le conservateur du musée de Toulouse. Et grâce à ça, j'ai pu aller voir les crânes à Toulouse, dans les musées, dans les caves du musée, parce qu'ils ne sont pas exposés. Et aller voir ces crânes qui, eux, ont été déformés artificiellement. Mais ça m'intéressait de les voir quand même, et essayer de comprendre aussi pourquoi à Toulouse, du jour au lendemain, ils se sont mis à déformer les crânes. Ils n'en savent strictement rien, mais ils ont ces crânes qui sont dans les caves du musée. Donc, vous voyez, tu vois, à partir de quelqu'un qui a vu un crâne dans un musée, même si c'était pas un vrai, derrière, ça a découlé sur des contacts, sur des choses. J'ai pu aller voir des musées, j'ai pu avoir des contacts avec ces conservateurs, et je suis toujours en lien avec eux. Et voilà, donc ça, c'est intéressant. D'accord. Est-ce que il y a des gravures, hein, je pense qu'au Pérou, dans les temples, il y a des gravures de crânes allongés.
est-ce que s'il n'y a pas eu d'études vraiment faites sur les crânes, ils ont étudié les gravures, justement, il y a des archéologues, d'autres personnes qui ont étudié. Et est-ce que ces gravures où on voit des crânes allongés ont pu être datées? Oui, clairement, ça c'est par exemple quand je te disais, je reviens d'Égypte, on est sur des hiéroglyphes ou des représentations de personnages avec le crâne allongé. Même de personnages avec le crâne allongé, parfois ils sont de couleur bleue. Donc c'est intéressant parce que les grands bleus, on en parle souvent, il y en a beaucoup qui sont représentés comme ça, et ils faisaient bien la différence entre ces personnages de couleur bleue et les Égyptiens qui avaient la peau plutôt basanée, tu vois, Oui. marron, un peu rouge. Ils faisaient bien la différence quand ils peignaient. Ils peignaient les bonhommes rouges et les bonhommes bleus. Ils se trompaient pas. Et c'était pas juste pour dire que c'était des divinités. Ils avaient d'autres moyens de dire que c'est des divinités par rapport à leurs apparats, leurs costumes, leurs chapeaux, etc. Non, ils les peignaient de couleur bleue parce que, encore une fois, ils étaient de couleur bleue. Et ça, on les a un petit peu partout en Égypte. Donc on sait que l'Égypte, ça remonte au moins à 4000 ou 5000 ans. Sur Paracas, on est entre 2000 et 4000 ans. Voilà, au minimum. Et après, ça peut remonter. Le plus ancien crâne long qui a été daté, je crois qu'il est aux alentours des 15 000 ans. Donc, on arrive sur des datations comme Göbekli Tepe en Turquie, on arrive sur des choses comme ça. Okay. Est-ce qu'il y a un crâne qui a été retrouvé qui est plus gros que les autres? Est-ce que je sais pas comment le formuler, mais grosso modo, est-ce qu'on aurait retrouvé le chef des crânes longs, quoi? Non, les plus gros crânes longs qui ont été retrouvés, c'est dans la région de Ica, au Pérou, qui est un petit village sur la côte péruvienne, dans le sud du Pérou. Et là, il y a vraiment des crânes qui sont jusqu'à 30-35% de volume supplémentaire. En 2009, ils en ont retrouvé aussi en Russie, qui étaient de beaux bébés et de beaux morceaux aussi. Et voilà, donc on en a retrouvé comme ça. Mais c'est vraiment par rapport aux plus gros que moi je connais, c'est ceux de Ica qui sont exposés au musée de Ica, qui sont de la région de là-bas et qui ont entre 30 et 35% de volume supplémentaire. D'accord. Ok. Est-ce que est-ce que tu as déjà parlé avec des anthropologues, des personnes pour débattre de ce sujet-là? Oui, j'ai un monsieur du CNRS. C'est une des toutes premières fois que je faisais cette conférence. Il y a une dizaine d'années, un monsieur du CNRS qui est venu me voir à la fin de la conférence en me demandant de ne plus faire cette conférence. Ah ouais. Voilà. Pourquoi? Voilà. Parce que j'étais pas archéologue, parce que j'étais pas anthropologue, parce que j'avais pas de diplôme qui me permettait de parler de ça. T'as pas le droit de réfléchir par toi-même, quoi, presque. C'est ça. Voilà. Alors je lui dis qu'effectivement, moi j'étais un chercheur passionné, j'allais voir les crânes longs un peu partout sur la planète, et que lui c'était un chercheur diplômé, et savoir ce qu'il avait déjà vu des vrais crânes longs. Il m'a dit non. Voilà. J'ai dit, la différence elle est là. Donc je vais continuer. Et je lui dis ça, il n'aurait pas fallu me le dire parce que je vais faire que ça là maintenant. Et voilà. Et donc j'en parle maintenant partout. Bah oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, entre guillemets, collectionneurs de crânes allongés? Alors non, c'est très compliqué parce que pour avoir un crâne long chez soi, un vrai, moi j'en ai un, c'est une reproduction qui a été faite en 3D, c'est pas un vrai, parce que les vrais, ça reste des reliques archéologiques qui sont, il y a tout un protocole pour les pièces archéologiques. On n'a pas le droit de les faire quitter le pays comme ça. C'est uniquement sous couvert de missions scientifiques encadrées par des organismes d'État, comme pourrait le faire par exemple le musée de l'Homme à Paris, qui veut faire une expédition au Pérou, qui va demander des autorisations au gouvernement péruvien de pouvoir repartir avec un crâne allongé, enfin un crâne long, et voilà, il y a tout un protocole derrière, ça se fait pas comme ça. Et moi, on m'a proposé d'acheter un vrai crâne long. C'était pas le budget, ça coûtait grosso modo 500 € pour acquérir ce crâne qui était magnifique. Et 500 €, le gars il vit 6 mois là-bas au Pérou africain, tu vois. Mais je peux pas le prendre parce que je me fais arrêter à la douane, je finis en prison tout de suite, tu vois. Oui, ça fait partie de. J'ai pas envie de tester les prisons péruviennes ou boliviennes.
Ça me fait pas, ça me fait pas rêver. Non, Non, ça doit pas être foufou là-bas, je pense. non, c'est ça. Ouais. Oui, parce que ça fait partie du patrimoine du pays, donc Bien sûr. tu peux pas exporter quelque chose comme Non. ça. Non, c'est totalement illégal. Après, je pense que tu es sur les côtes péruviennes à Ica, tu viens en bateau, tu emmènes dans le bateau, tu reviens en France avec. Bon, Oui, c'est viable. Mais voilà. Bon. Pas foufou, quoi. Mais voilà, après, c'est compliqué, ça reste compliqué. Voilà. Ouais. C'est pas légal. Est-ce que tu as, justement, par rapport à ces crânes longs, parce que crâne allongé, c'est fait volontairement, comme tu disais au début, crâne long, c'est des crânes longs retrouvés, enfin, voilà, pas modifiés. Tu as parlé avec des ufologues sur ce sujet-là? Oui, bien sûr. Bien sûr, et ça converge. Bien évidemment, ça converge et sur sur le fond du sujet, puisque moi tout à l'heure je vous disais, c'était soit c'est une civilisation qui s'est éteinte, soit c'est exogène. Exogène, c'est extraterrestre. Bah oui. Donc extraterrestre, OVNI, UFO, tout se relie. Mais si on lit les textes anciens, que ce soit le Mahabharata en Inde, que ce soit les textes sumériens qui nous parlent de cette civilisation qui est arrivée des étoiles, qui ont fait des choses sur Terre, qui avait une technologie supérieure à la nôtre, même aujourd'hui. Et parce que même aujourd'hui, il y a des structures comme juste la pyramide de Gizeh, on est incapable de la refaire, mais incapable. Totalement. Même avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on est incapable de refaire un truc pareil. Et donc voilà, là j'étais encore une fois j'étais en Égypte, mais j'étais visiter l'obélisque d'Assouan. C'est un obélisque le plus grand qui aurait été érigé, plus de 40 mètres de long, 1200 tonnes. Comment tu déplaces un truc de 1200 tonnes? Il est au milieu d'une carrière, il y a des pierres, du granit tout autour, et tu as le bazar au milieu. Comment tu l'enlèves de là déjà? Une fois qu'il est taillé, qu'il est tout fait, comment tu l'enlèves de là? Il ne pouvait pas, il n'y a pas les moyens techniques, humains en tout cas. Mais humain, c'est impossible. 1200 tonnes, nous aujourd'hui, pour soulever un truc qui fait 1200 tonnes, il faut mettre une soixantaine de grues autour. Ouais, c'est ça. Et la grue va juste le soulever. Une fois qu'il est soulevé, il faut le déplacer. T'en fais quoi? Tu le mets sur quoi? Des rondins en bois? 1200 tonnes? Non. Ça s'écrase, surtout dans du sable. Va essayer dans du sable. C'est sympa. Oui, ça va s'enliser assez rapidement, quoi. Voilà. Alors, et après, ils te disent qu'après, ils les ont mis sur des bateaux. Mais entre la carrière et le bateau, comment explique comment ils transportent? Voilà. Et à l'époque, faire un bateau pour recevoir une pierre qui fait 1200 tonnes, t'oublies. Oui, voilà. Et voilà. Donc, non, aujourd'hui, ils avaient des connaissances et des techniques qu'on n'a encore pas, nous, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils arrivaient à changer la densité de la pierre? Est-ce qu'ils arrivaient à modeler les pierres? Est-ce qu'ils arrivaient... Je ne sais pas, mais à un moment donné, il y avait un truc. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Il y a un truc. Ça c'est sûr. S'ils les faisaient, c'est qu'ils arrivaient à les déplacer. 1200 tonnes. Voilà. Ça reprend la pierre qu'on a à Baalbek, au Liban aussi, pareil, qui fait 1200 tonnes. Il y en a une qui est sur une hauteur dans le temple de Jupiter, qui a été placée, et il y en a une autre qui est toujours dans la carrière, qu'ils n'ont pas déplacée, qu'ils ont laissée là. Comme l'obélisque un petit peu. Mais voilà, donc, ils avaient des technologies et des techniques pour ça. Donc les ufologues, on est raccord sur l'idée. Okay. Qu'effectivement, il y a eu une civilisation sur Terre qui nous a peut-être visité bien avant le déluge, bien avant les déluges, parce qu'il y a eu l'Atlantide, il y a eu la Lémurie, il y en a eu d'autres comme ça. Et que la mémoire s'est perdue. C'est pas plus compliqué que ça. Non. Demain, s'il y a un grand déluge aujourd'hui sur la planète, les quelques rescapés qui seront un petit peu sur les hauteurs, même s'il leur reste des téléphones portables, ça ne servira pas à grand-chose. Ça ne servira pas à grand-chose. Et puis, je suis même pas sûr qu'ils seraient capables de refaire. Tu vois? Oui. Voilà. Parce que, généralement, on sauve les femmes et les enfants qu'on met en haut des montagnes. Les gamins, ils ne savent pas refaire un téléphone portable. Ça, c'est certain. Donc voilà, tu vois, donc il y a tout ça. Et ces crânes longs, je pense qu'ils sont importants à étudier parce que c'est peut-être une réponse à toutes les questions qu'on se pose, en fait. Bah oui, tout simplement. Il y a un questionnement quand même de est-ce qu'on est seul dans l'univers? Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu une présence sur Terre? Enfin, c'est des questions que il y a beaucoup de monde quand même qui se pose. Et là, on a des supposées preuves et on va pas faire des recherches dessus. Bah, moi, j'arrive pas à le comprendre. Parce que ça remet en cause toute
toute l'histoire, toutes les recherches et tout ce qu'on nous sert comme voilà, comme histoire officielle, qui pour moi aujourd'hui est falsifiée. On est plus, mais ça commence à se voir, tu vois. Aujourd'hui, ils nous racontent toujours que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Ils apprennent encore ça aux gamins à l'école, tu vois. Ouais. Et on sait très bien que le pauvre garçon est arrivé le dernier, donc enfin, juste il y avait une bonne agence de com, c'est tout. Hein. Sinon, il y avait eu les Vikings qui étaient passés avant. Enfin, il y avait plein de gens qui sont passés avant Christophe Colomb. Hein. Voilà, ou que les pyramides c'était des tombeaux. Voilà. On n'a jamais retrouvé un corps dans une pyramide, jamais. Non, jamais. À proximité, oui, mais dans la pyramide. Oui, mais dans une pyramide, jamais. Et voilà, donc tout ça fait que l'histoire, elle est telle qu'elle est. Ils veulent pas en bouger, ils veulent pas en démordre, parce que ça remettrait tout en question, que ce soit Darwin, que ce soit les religions aussi, hein, qui ont beaucoup à perdre. Et voilà. Et je pense aussi, aujourd'hui, si tu regardes bien sur notre belle planète, toutes les guerres, elles viennent de conflits religieux à la base. Depuis la nuit des temps, hein. C'est comme Totalement. La guerre de religion, c'est ce qui a tué le plus de personnes au monde. Ah oui. Et c'est ce qui tue encore le plus de personnes. Hein. Aujourd'hui, toutes les guerres sont quasiment des guerres de religion. Hein. Tu vois, que ce soit aujourd'hui au Moyen-Orient, voilà, le nucléaire, c'est juste encore un prétexte. Une excuse. C'est encore le monde musulman avec le monde d'Israël, avec l'Israël, et c'est encore sur ça que ça joue, bien évidemment. Mais si demain, il est validé qu'il y a effectivement un peuple exogène qui, dans le passé, nous a visités, ou continue encore à nous visiter via le phénomène OVNI, je pense que ça fédérerait la population de la Terre. Puisque jusqu'à maintenant, l'ennemi, c'est l'autre, c'est celui d'en face, c'est le pays d'à côté, c'est la religion d'à côté. C'est ça. Du coup, s'il y avait... que c'était officialisé qu'il y avait des extraterrestres dans l'univers, qu'on n'était pas les seuls, ça fédérerait les terres. On deviendrait des terriens, on ne deviendrait plus des Américains ou des Européens ou des Africains, on deviendrait des terriens. Exact. Et ça nous souderait peut-être, tu vois. Et je pense que nos dirigeants n'ont pas envie de ça. Ben non. Parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Le contrôle serait beaucoup moins fort. Ben oui, tu comprends. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour qu'ils puissent garder ça et qu'ils ne veuillent pas que ça lâche, quoi. Oui, c'est une des raisons que j'imagine. Je ne dis pas que c'est la vérité. Hein. Moi, j'ai pas de vérité. C'est juste des hypothèses que j'émets. Après, j'ai tout un travail de recherche aussi que j'ai fait sur ce sujet, donc j'ai quelques idées. Mais c'est pour ça que pour moi, ça serait super intéressant de pouvoir faire une vraie étude scientifique sur ce phénomène, avec des gens ouverts, avec des gens qui ont envie d'avoir des réponses, et de débattre même des réponses si elles correspondent pas forcément à l'histoire officielle. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Et malheureusement aujourd'hui les laboratoires d'État sont les seuls habilités à pouvoir faire des recherches sur du matériel archéologique, comme je te disais tout à l'heure. Et voilà. Et s'il y a quelque chose d'un peu bizarre qui en sort, ils vont écarter le sujet. Et voilà, ils vont le mettre de côté, sous la pile. Oui. Et voilà. C'est des esthéticiens. C'est ça. C'est ça. Voilà. Mais voilà, après, je me rends compte quand même que ça fissure de plus en plus. Les gens sont plus éveillés, ils regardent davantage, on peut moins leur raconter de bêtises. Oui, il y a des concordances qui commencent à se faire, il y a des choses qui commencent à se voir. Voilà, quand à Malte, par exemple, ils ont retrouvé plus de 3000 crânes longs. Ouais. À 2 ou 3, hein, 3000. Ils les ont tous enlevés du musée. Il y en a une vingtaine qui étaient exposés dans le musée à La Valette. Ils ont tous été enlevés. Donc j'ai été à La Valette, je voulais voir les crânes, ils m'ont dit que non, qu'on ne pouvait pas les voir. Et je leur demandais pourquoi. Ils disaient parce qu'on a peur qu'ils s'abîment. Je dis, mais petit père, si tu en as un qui s'abîme, tu en as trouvé 3000, tu le changes, on s'en fout. C'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire, tu vois. Ils les enlèvent un peu partout dans les musées, malheureusement. Ouais, et avant British Museum. De questions. Ouais. Avant British Museum, il y avait dans la section égyptienne, il y avait une dizaine de crânes ou une douzaine de crânes qui étaient exposés, égyptiens. Et sur la douzaine, il y en avait au moins la moitié qui étaient des vrais crânes. D'accord. Et le conservateur a changé il y a 5 ans, juste avant le Covid, et il a enlevé tout cela.
il a laissé les autres. Bah oui, forcément. Voilà. Donc C'est jamais bon quand les gens commencent à se poser des questions, à réfléchir par eux-mêmes. Non, c'est ça. Difficile, hein. C'est difficile. Ouais, c'est ça. Mais c'est la nature humaine. Mais je reste persuadé que c'est un sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler parce que il y a des crânes qui sont retrouvés un peu partout comme ça à travers la planète. Toi qui es, on va dire, un professionnel du sujet des crânes de cristal, est-ce que des crânes longs en cristal ont été trouvés? Je pose la question. Alors, oui, il y en a un que j'ai retrouvé, un crâne en cristal que j'ai retrouvé, je l'explique dans le bouquin au Guatemala. Ça, c'était un crâne un peu allongé, ouais. Et qui était représenté comme ça, avec l'arrière qui était un petit peu long. Et un très joli crâne. Mais c'est le seul, à ma connaissance, qui a cette caractéristique. Non, il y a le crâne E.T. aussi, qui est un crâne en quartz fumé, qui s'appelle E.T., et qui a une tête un petit peu allongée comme ça vers l'arrière. Mais j'ai jamais vu en vrai celui-là E.T., parce que malheureusement, la gardienne est décédée. C'est son fils qui a récupéré tous les crânes de cristal dont était la gardienne, qui s'appelait Jockey Van Dieten, et il a tout mis dans un coffre-fort au Canada, et il ne veut plus entendre parler. D'accord. Donc oui, il y a eu quelques crânes en cristal qui étaient comme ça, allongés. Bon, du coup, on parle de crânes allongés, de crânes longs. Les personnes, peut-être, elles s'imaginent. Enfin, voilà. Tu as eu la gentillesse de m'envoyer des photos qu'on va pouvoir voir ensemble, et que les personnes vont pouvoir découvrir. Je pense que les images, ça peut être très parlant pour certaines personnes. Oui. Donc, je vais mettre à l'écran, hop, la première. Tu la vois. Je ne sais pas si je peux commenter en même temps. Oui, si, tu peux. Ouais. Là, c'est des images, donc il n'y a pas de souci. Ok, donc ça c'est effectivement un crâne allongé, on voit qu'il n'y a qu'une seule suture crânienne sur le dessus, et je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit une suture crânienne, c'est peut-être le crâne qui a cassé, parce que parfois quand ça casse de cette façon-là, mais voilà, ça c'est un des crânes longs typiques qu'on peut voir et que j'ai photographié au Pérou, celui-là. Donc là, on n'a qu'une seule suture sur celui-là. On voit bien quand même la fissure ou la suture, je ne sais pas. Oui. Et la bosse au milieu avant que ça redescende un peu et qu'après ça s'allonge. Mais ça fait encore derrière. Ouais. On voit aussi là que les... Pardon. Oui, ça fait un front très long. Un front proéminent. Hein. Oui, absolument. Et les orbites qui sont plus grosses aussi que les nôtres, là, on le voit sur cette photo. Ok. Ensuite, tu m'as envoyé... Alors, on va mettre ça. Celui-là, c'est un seul bloc. C'est un des plus gros. Hein. C'est celui dont je parlais tout à l'heure à Ica, au Pérou. Ça, c'est un seul bloc. Voilà. Ça, c'est typiquement des crânes sans aucune suture crânienne. En super état. En plus. Pardon ? En super état, en plus, hein, je trouve. Hein. Oui, ils sont en très bon état, oui. C'est fou. Hop, on va le voir, c'est le même, hein, il me semble. Voilà, c'est le même un peu sur le côté. Ouais. Voilà. On voit quand même là vraiment après on va dire le haut du front, c'est pas le front, mais le haut du vraiment front. La proéminence, la largeur aussi au niveau des côtés, je trouve. Oui, tout à fait. Les mâchoires aussi, effectivement. Alors, imagine tout ça rempli d'un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre, forcément, au moins 2 fois le volume au niveau du cerveau. Peut-être avec des personnes avec des connaissances ou des capacités différentes de nous. Ça, c'est pas le même. On va y revenir après. Non. Ouais. Mais, tu peux le mettre. Ouais, mais. Et voilà, là, on voit les dents, une suture aussi, toujours. C'est humanoïde quand même. Hein. On est d'accord que il y a orbite, nez, complètement. bouche. Voilà. Alors, il y a des fémurs qui ont été retrouvés. Et avec la taille du fémur, on pouvait déterminer la taille des personnes. Et on était sur des personnages qui faisaient 2,80 m à peu près. 2,80 m. Oui, donc il y a eu des histoires de géants. Alors, je sais pas si c'était eux les géants, mais... il y en a, bien sûr, oui. Victor Wembanyama, il fait 2,30 m quand même. Alors, il est immense, à 2,80 m. 2,80 m, Non, mais 2,80, ça commence à faire des beaux gaillards. Hein. On a, sur les Canaries, il y avait des géants comme ça qui avaient le crâne allongé. D'accord. Sur les îles Canaries. C'est les Espagnols qui les ont exterminés à la fin du XVIIe, XVIIIe.
Est-ce que tu as pu regarder l'intérieur? Oui, bien sûr. C'est pour ça, et c'est comme ça que j'ai pu voir l'histoire de la tâche. D'accord. Parce que quand ils sont exposés comme ça dans les musées, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les bouger, ils sont dans des vitrines, c'est un peu compliqué. Oui. Mais grâce au contact, j'ai différents contacts là-bas sur le Pérou, et ça me permet de pouvoir avoir des pièces originales comme ça dans les mains. Et en les retournant, c'est comme ça qu'on s'est aperçu que l'os occipital était différent et que la croche au niveau de la colonne vertébrale était différente aussi. Ok, d'accord. J'ai des photos de ça. Ouais, ouais, voilà. Toi qui tiens un morceau parce qu'il manque la mâchoire. Il manque la mâchoire inférieure. Ouais. Et au niveau je sais pas moi, les os du nez, derrière les yeux, tout ça, tout est exactement pareil qu'un humain, on va dire. Alors, je n'ai pas les connaissances médicales pour examiner ça. Moi, c'est vrai que quand je regarde les crânes, ce que je cherche d'abord, c'est l'os occipital, les sutures crâniennes, la croche derrière au niveau de la colonne vertébrale. Ça, c'est ce que moi j'arrive à repérer facilement. Après, je te dis, l'ostéocrânien, bon, c'était le métier. Il m'a dit qu'il y avait des os qui faisaient paillettes, d'autres qui étaient pas là, enfin, et que ça correspondait pas à ce qu'il avait l'habitude de masser pendant qu'il faisait des séances d'ostéo. Donc, voilà. Après, moi, j'ai pas ces connaissances-là. D'accord, ok. Alors, tu m'as envoyé d'autres photos. Tu vas pouvoir de commenter et nous décrire. Alors, tu m'as envoyé ça. Alors, ça, c'est Maria. Alors, Maria, elle fait partie des momies tridactyles dont on a beaucoup parlé avec Thierry Jamin. Je ne sais pas si vous avez suivi ça de près ou de loin. Il est passé sur Nurea TV plusieurs fois. Enfin, moi, j'ai passé sur cette chaîne-là. Et Thierry, à chaque fois que je vais au Pérou, on passe un petit moment ensemble. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai pu aller voir Maria, puisque Maria et trois autres petites momies qui avaient été données par Mario à Thierry. Thierry les a confiées au gouvernement péruvien. Et c'est l'université de Ica qui aujourd'hui étudie les momies. Et donc Thierry m'a mis en contact avec le conservateur de l'université de Ica, qui s'occupe des momies, et c'est comme ça que j'ai pu aller voir ces momies qui me tenaient vraiment à cœur d'aller les voir, parce que surtout Maria, parce qu'elle est vraiment avec ce crâne allongé également, et elle fait partie de ce que je voulais voir avec des recherches. Et voilà, Maria, elle est avec ses gros yeux comme ça, son crâne allongé, tridactyle, elle fait 1m71, si elle était dépliée, donc quasiment de taille humaine. Après, elle a cette couleur un peu blanchâtre parce qu'elle est recouverte de diatomine. C'est une poudre blanche comme ça, minérale, qui était appliquée sur les squelettes. Mais elle est incroyable, avec 3 doigts justement tridactyles. Ouais. C'est pour ça qu'on voit que au niveau des orbites, c'est plein. En fait, c'est pas creux. Non, c'est pas creux, parce que c'est plein de diatomées. Ouais. Et comme tu dis, il n'y a que 3 doigts. Oui, elles sont tridactyles. Toutes les momies d'Ica de Nazca, sont tridactyles. Donc Nazca, c'est une petite région qui est pas très loin d'Ica, toujours dans le sud du Pérou. C'est là aussi où il y a ces fameux dessins, ces fameux glyphes qu'on appelle les glyphes de Nazca, ou les lignes de Nazca également. Et juste à côté de Nazca, il y a une cité qui s'appelle la cité de Cahuachi, qui est une cité pyramidale également, où il y avait des belles pyramides. Et là aussi, on a retrouvé des crânes longs sur la cité de Cahuachi, dans le coin, et qui était certainement à l'origine de ces glyphes et ces dessins de Nazca. Et je veux dire, au Pérou, par exemple, on parle du Pérou, mais pour eux, c'est acté que c'est des êtres exogènes, que eux, ils se posent même pas la question, presque aujourd'hui, quoi. Non, pour eux, il n'y a pas de débat. Alors, le pire, c'est au Mexique. Quand je suis au Mexique, j'y vais assez régulièrement. Pour eux, c'est pas un sujet, quoi. C'est leur normalité. D'accord. Et pourquoi l'Occident, l'Europe, pourquoi nous, c'est si difficile, d'en parler, d'avouer ces choses-là, quoi. Parce que, encore une fois, on a l'Église catholique qui est pas très loin qui est au Vatican, qui est pas très loin, c'est l'Italie. Il y a tout ce poids-là aussi qui est présent. Ils préfèrent à chaque fois tourner en dérision ces choses-là plutôt que d'en parler simplement.
Et voilà, mais c'est vrai pour le phénomène OVNI, c'est vrai pour d'autres sujets dont l'Église n'est pas très fière, mais c'est malheureusement des sujets qui veulent pas aborder, alors qu'on sait pertinemment que même le Vatican a une cellule de recherche à ce niveau-là, tout ce qui tourne autour des OVNI, ils l'ont avoué, reconnu, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais pour que ce soit divulgué au grand public, non. Il y a même un pape qui avait parlé de sa rencontre qu'il avait eue avec un être exogène dans les jardins du Vatican. Donc, je savais pas. Ah ouais? Ouais, recherche ça, tu verras. C'est intéressant. Je regarderai. Ouais. Parce que là, tu voilà, que... Pardon, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y, dis-moi. Tu dis que... Non, mais je disais parce que tu parlais que, ben voilà, l'Église, mais au Mexique, je crois que c'est le catholicisme. Enfin, ils sont catholiques, je crois. Alors, ils sont catholiques, mais ils sont avant tout mayas. Même si l'Église catholique est passée par là, aujourd'hui, ils sont avant tout mayas, avant d'être catholiques. D'accord. Même s'ils sont très catholiques, mais ils sont très mayas. Et leur principale divinité, que ce soit Quetzalcoatl, qui est le serpent à plumes, oui. C'est un personnage grand, roux, qui est arrivé dans un vaisseau par la mer, qui leur a amené toutes leurs connaissances, etc. Donc, on retrouve la même chose sur le Pérou, qui ne s'appelle pas Quetzalcoatl, mais il s'appelle Viracocha. Et on retrouve ces personnages comme ça, grands, qui arrivent toujours pour transmettre des choses, des cultures, une façon de vivre, de l'enseignement, apprendre des planètes, etc. Donc ça, c'était quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Et c'est vrai qu'ils sont très ouverts avec ça. Ils n'ont pas de tabou avec ça, surtout au Mexique. Moi, une année, j'étais au Mexique, alors pas pour les crânes longs, mais pour des pierres un peu particulières qui sont Oruelos. Et je discutais avec le monsieur qui me ramenait à l'aéroport. Et je me dis, mais vous voyez des fois des trucs dans le ciel? Oh, il me dit oui. Il me dit, tu vois là devant toi, là, ben, ça, c'est une autoroute. Il me dit, et tout le temps, il y a des choses qui passent là. Et je dis, c'est quoi qui passe? Oh, des lumières, des vaisseaux, des trucs. Et vous voyez des personnages? Il me dit, non, quand ils se posent, on n'y va pas. Donc ça veut dire qu'il y en a qui se posent. Et il me dit, tu vois la colline? Il me dit, tu vois la colline, là? Je dis, oui. Et une grosse colline. Il me dit, ben, la semaine dernière, ma femme, elle en a vu un, là, il était tellement gros, on ne voyait plus la colline. Mais voilà, mais pour eux, il n'y a pas de débat. Oui, il n'y a pas de débat. Non. Il y a quelques années de ça, il y a un vaisseau qui était rentré dans le volcan du Mexique, de Mexico. Et ils ont... c'est les caméras qui avaient autour du volcan des vulcanologues, donc quelque chose d'officiel. Quand le volcan a commencé à rentrer en éruption, les caméras sont déclenchées, etc. Et ça filmait en continu ce qui se passait. Et là, il y a un bazar qui rentre dans le volcan. Le bazar, il fait 2 km de long. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Hein. Et ça fait l'ouverture du JT au Mexique. Tu vois, c'est pas... Ouais. Voilà. Nous, c'est même pas dans les faits divers. Non, pour eux, c'est... Voilà. Ouais, pour eux, c'est normal. Donc voilà, donc c'est vrai que nous, on en est loin, comme ça, de tout ça. C'est fou. Et puis là-bas, ils sont aussi confrontés à des choses qui sont retrouvées, certaines sont exposées dans des musées. Je t'ai envoyé des photos d'un petit personnage qui s'appelle Waiki. Alors, faut voir c'est lequel. Ouais, voilà, lui. Waiki, c'est un tout petit truc. C'est pas grand, hein, c'est gros comme ça. Et au début, il pensait que c'était le corps d'un enfant. Oui, voilà, ça, je l'ai dans les mains. Il pensait que c'était le corps d'un enfant, donc c'est tout petit. Avoir ça dans les mains, ça fait très bizarre d'ailleurs. C'est tout léger, et puis de se dire que j'ai peut-être un truc exogène dans les mains, c'est fou, quoi. Et alors, reviens sur l'autre photo d'avant, s'il te plaît. On comprendra mieux. Ouais, voilà, sur celle-là. Donc pareil, elle a un crâne allongé derrière, qu'on ne voit pas trop, mais elle a un crâne allongé. Elle a des grosses orbites, et au début, je te disais, il pensait que c'était un enfant. Mais quand tu vois la taille des dents, des chicots, ça peut pas être un enfant. Ah mais ça peut pas être un enfant, c'est pas possible. Mais je trouve que la tête est grosse par rapport même au corps. Énorme par rapport au corps. On est bien d'accord. Et voilà. Et ça c'est au Pérou. Et le monsieur qui a découvert cette momie m'expliquait que alors moi quand je l'ai rencontré, le monsieur il avait au moins 75 ans. Et il me racontait que sa grand-mère, donc on parle de plus d'une centaine d'années avant,
Dans les années que sa 1800. grand-mère lui racontait des histoires pour l'endormir de petits personnages qui étaient arrivés du ciel, qui avaient vécu avec leur tribu là-bas dans les Andes, et qu'un jour ils étaient repartis. D'ailleurs, il y avait des gens de la tribu qui étaient repartis avec eux, mais que quelques-uns étaient restés. Et ça, c'était une histoire d'enfant que sa grand-mère lui racontait pour l'endormir. Et un jour, il trouve cette momie et il me dit, Patrice, les histoires que me racontait ma grand-mère, c'était peut-être pas que des histoires, quoi. Et voilà. Et elle me disait, sa grand-mère lui disait qu'il y en avait quelques-uns qui étaient restés. Donc il me dit, moi j'ai trouvé une de momie, il y en a d'autres à trouver. Ces petits personnages comme ça. Et ça, c'est pas bien grand, hein. Déplié, ça doit faire, je sais pas, 50 cm même pas. Ouais, c'est. Là, on voit les côtes sur les côtés, c'est les côtes. Ouais. Hein. Ah non, c'est hallucinant, ouais, c'est les côtes. Ouais, c'est fou. Ah ouais, c'est fou. Ouais. C'est pas un bébé parce que on voit bien que quand même. Quand tu vois les dents. Les développés. Non, quand tu vois les dents. Oui, c'est pas des dents. Non. Quand tu vois les dents. Non, quand tu vois les dents, le truc, c'est pas un bébé, c'est sûr. Si le bébé il a les dents comme ça craint, hein, ça fait peur. Hein. Oui, c'est ça. Non, faut pas s'approcher. Hein. Faut pas s'approcher. Tu m'as envoyé aussi, alors ça, je me prononcerai pas sur ce que c'est. La seule chose que je t'ai dit, c'est qu'on dirait le paresseux dans le dessin animé L'Âge de glace. C'est vrai. Voilà. Oui, il est bizarre, lui. Ouais, alors. Ouais. Ça, c'est bizarre. Hein. Hormis, je crois que c'est Scratch que ça s'appelle le paresseux. Moi, quand je vois ça, je pense à je sais pas pourquoi, hein, mais après, parce que j'ai vu des images, mais fausses, je suppose, un gris, un petit gris, enfin voilà. Mais ça, c'est mon avis personnel. Hein. Je dis pas que c'est ça, loin de là. Peut-être que je me trompe totalement. Mais on est sur quelque chose que je trouve qui ressemble. On est sur quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est, surtout que donc là il a ce crâne, enfin cette face qui est assez particulière avec ses yeux. Il est recouvert de blanc aussi, c'est la diatomine comme pour Maria sur Nazca. On voit les deux trous au niveau du nez, on voit un peu les dents. On voit un peu les dents et si tu peux mettre l'autre photo, on voit mieux son crâne à l'arrière. Voilà, tu vois, il a une espèce de protubérance comme ça à l'arrière du crâne qui est assez particulière. Une crête presque. Comme une crête, on ne sait pas, ouais, c'est assez bizarre. Hein. Mais ça reste humanoïde puisqu'il a quand même 2 bras, 2 jambes. Il n'a pas 3 doigts, lui il en a 4. On sait que c'est un mâle parce qu'il y avait les coucougnettes et le zizi qui sont encore visibles. Okay. C'est pas très grand non plus. Je ne sais pas si je t'ai envoyé la photo où je l'ai dans la main. Alors, à chaque fois, j'essaie de faire des photos avec des bestioles comme ça dans les mains parce que ça permet de donner une proportion et de voir la taille réelle du bazar. Ouais. C'est comme ça qu'avec Waiki, tout à l'heure, on peut voir que c'est vraiment pas très grand. Il me semblait que je t'avais envoyé une photo. Ouais. Mais, donc cette momie, elle est conservée par une personne que je connais bien sur le Mexique. C'est lui qui me l'a amené. Il est médecin et donc il a fait faire une batterie de tests. Alors pas d'ADN etc., mais de radiographie et de rayons X. Donc sous la diatomine, il y a effectivement. Donc quand il fait les radios, on voit très très bien toute la partie du squelette. Oui, voilà la taille. On voit très bien la partie du squelette. On voit bien les os, les muscles et tout à l'intérieur, donc c'est vraiment quelque chose d'organique. C'est pas un fake, c'est pas juste une poupée, c'est pas juste un truc qui a été bricolé. Il y a vraiment plein de choses à l'intérieur. Il m'a communiqué les vidéos, donc je les tiens à disposition de n'importe quel chercheur qui voudrait faire une étude là-dessus, bien évidemment, et parce que lui aussi est intéressé de savoir et avoir l'avis d'autres professionnels. Donc voilà, même les radios démontrent que sous la diatomée et sous cette peau, il y a aussi tout un squelette. Et c'était vraiment un organisme vivant et complet. Différent du sapiens, encore une fois, on est bien d'accord, avec ce crâne, 4 doigts, petite taille. C'est très particulier. Une cage thoracique quand même assez... Aussi une cage thoracique, ouais. Mais, donc voilà, on sait que c'est un mâle. Voilà. Ouais, on sait que c'est un mâle. Et voilà, mais des choses comme ça, il y en a un petit peu partout sur la planète. Quand on a la chance qu'elles ne soient pas tombées dans les mains des gouvernements et planquées, on peut les voir, comme c'est le cas ici. Et quand je vais au Mexique, je passe toujours une journée avec ce monsieur qui nous amène des choses plus incroyables les unes que les autres. Et voilà, moi je me régale de parcourir la planète pour aller voir tout ça et essayer d'en être le témoin et pouvoir après en parler et
de partager ça et d'emmener aussi des gens avec moi dans mes aventures. Parce que j'organise ces voyages tous les ans, ou presque tous les ans, pour pouvoir aller voir tout ça, et j'embarque des gens avec moi dans ces aventures pour aller voir tout ça. C'est juste de la magie. Ben, c'est sûr. Puis c'est de la découverte, ça éveille la curiosité, ça fait se poser encore plus de questions, hein, ça c'est sûr. Ça fait poser plus de questions que j'ai de réponses, ça c'est une certitude. Mais c'est aussi le jeu, c'est le fait toujours d'avoir comme ça des questions, ça permet toujours de cogiter, essayer de trouver des réponses et de se creuser les méninges, d'aller chercher encore plus et de trouver des réponses, des solutions, des résultats. Et voilà, je trouve ça passionnant. D'ailleurs, pour en finir après avec ces crânes longs, dans les années 1800, je crois que c'était en 1863 pour être précis, il y a un obstétricien qui s'appelait le docteur d'Outrepont, et qui était parti au Pérou, et il avait vu quelque chose d'assez incroyable. Il n'y avait pas de photos à l'époque, il en a fait des dessins, des croquis qu'il a envoyés assez rapidement, je crois que c'était au British Museum ou à Londres, quelque chose comme ça. Et là, ils lui ont demandé surtout de ne pas en parler. C'est ce qu'il a fait. Il n'en a jamais parlé. C'est ses descendants qui ont plus tard publié les dessins qu'il avait fait à l'époque. D'accord. Et il parlait, non pas de crâne long, mais il parlait de fœtus qu'ils avaient retrouvés qui avaient le crâne long. Ok, ah oui, d'accord. Donc il y a des fœtus. Non, fœtus. Ça veut dire qu'il y a des femelles qui étaient en gestation de ces enfants qui, déjà à l'intérieur, avaient le crâne long. Et aujourd'hui, on en a retrouvé plusieurs, des fœtus comme ça, qui sont exposés dans certains musées. Je les montre quand je fais des conférences, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est la preuve ultime que ça existait vraiment. Ça veut dire qu'il y avait des femelles qui étaient capables d'accoucher, de mettre au monde ces enfants-là qui avaient le crâne long. Ils rentraient pas à l'intérieur avec des planches et des ficelles pour déformer le crâne de bébé à l'intérieur du ventre de la maman. Donc, on a bien des fœtus qui ont été retrouvés comme ça avec le crâne long. Pour moi, c'est la preuve ultime que c'est une réalité, qu'il faut absolument les étudier, qu'il faut absolument les comprendre. Ça permettrait peut-être de mieux nous comprendre nous-mêmes, qui on est et d'où on vient. Ok. J'ai une dernière question. Est-ce que si demain on trouve une preuve irréfutable, voilà, qui démontre que ces êtres sont pas totalement humains, qui sont exogènes, d'autres univers, planètes, qu'en sais-je, est-ce que tu penses que nous, sur la Terre, on serait prêt à accepter cette réalité-là? Oh, je crois que maintenant, oui. Regarde, aujourd'hui, le gouvernement américain, ils sont en train de faire des divulgations, de publier des photos, publier des vidéos, via l'armée, via le Pentagone, via la NASA, des choses comme ça. Je pense qu'ils sont en train de nous préparer gentiment à ça. Ça avait commencé quand ils avaient annoncé avoir trouvé de l'eau sur Mars et sur la Lune. Oui. Qui dit eau, forcément ça dit la vie. C'est vrai. Forcément. Tu as des bactéries, tu as des microbes. Alors je ne dis pas avec une tête, deux bras, deux jambes, mais ne serait-ce que microbien, c'est un microbe, c'est de la vie. C'est de la vie. Et si c'est des microbes sur Mars, c'est extraterrestre. Exactement. Voilà. Oui. Et par ça, petit à petit, ils ont commencé à nous amener dans le fait qu'il y avait quelque chose de possible ailleurs. Et là, on le voit. Le gouvernement, il ouvre un site qui s'appelle ufo-machin.org. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Je me dis que voilà, c'est en train d'être lancé et que c'est pour ça que je disais que ça se fissurait, parce que de plus en plus de gens ils sont confrontés à ce genre de choses. Moi, si demain, on avait la preuve par A plus B que ces crânes sont effectivement des crânes non humains, en vrai, à mon quotidien, ça va rien changer. Hein. Tu auras plus de concurrence. Ouais. À la rigueur. Encore, hein. Ouais, tu vois. Non, mais moi, dans mon quotidien, ça va pas me changer ma vie. Tu vois, si demain, on officialise au niveau mondial qu'il y a effectivement des extraterrestres dans l'univers, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie au quotidien? Rien. Tu vois, moi, je vais... Peut-être aussi parce que j'ai fait ce travail déjà de compréhension et de
d'acceptation de tout ça. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Ce que je trouve anormal, c'est de penser qu'on est seul dans l'univers. Ça, pour moi, je trouve ça aberrant. Oui. Mais il y a peut-être plein de gens encore qui n'ont pas franchi ce cap-là et peut-être ça les perturberait beaucoup. Je sais pas. Enfin, moi, ça me perturberait pas plus que ça. Pour toi, c'est déjà quasiment, comme on peut dire, acté que voilà. Donc, ça choquerait certaines personnes plus. Peut-être, certainement. Oui, certainement. Je me dis que des personnes très pieuses, si demain on leur dit Jésus c'était un alien, c'est sûr que. Voilà, ah, disant ça, tu vas pas te faire que des amis. Hein. Non. Ou que Marie c'était une insémination artificielle. Pourquoi pas? Ouais. Ça n'enlève rien à sa virginité du coup. Bien sûr que non. Voilà. Avec une insémination artificielle, c'est vendu le truc. Et voilà, mais ça me surprendrait pas. Mais si on lit même les textes de l'Église catholique, il y a tellement de connotations avec le monde ufologique. C'est un truc de dingue. Il y a beaucoup d'incohérences. Je reçois bientôt une personne qui se nomme Suzanne Renarda, qui a suivi les enseignements d'Annick de Souzenel. Voilà. Voilà. Et elle a étudié la Bible hébraïque. D'autres aussi, mais par exemple, juste la première phrase, la Bible en français, c'est Dieu créa l'univers, tout ça machin. En hébraïque, c'est pas juste Dieu, c'est les Elohim. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Dieu au pluriel, bien sûr. Voilà, déjà. Bien sûr. Oui, il faut absolument lire les bouquins de Mauro Biglino. C'est un Italien qui a été traducteur pour le Vatican pendant 17 ans. Ah oui. Le gars, il est juste traducteur. Hein. Il n'est pas ufologue, il n'est pas sociologue, il n'est pas historien, il est traducteur. Il traduit, c'est tout. Il parle couramment l'hébreu, les langues mortes, plein de trucs, et 17 ans traducteur pour le Vatican. Donc le gars, voilà, il a fait sa carrière là, une partie de sa carrière là-bas, il est en place, et un jour il en a marre que tout ce qu'il traduit, c'est pas ce qui est transmis. Ben oui, bien sûr. Voilà, donc il démissionne et il écrit un bouquin qui s'intitule La Bible n'est pas un livre sacré, et il met il met la traduction, il met le texte d'origine, que ce soit en hébreu, il met la traduction que donne l'Église et il met la vraie traduction que lui, en tant que traducteur, traduit. D'accord. Et tu as les trois textes avec les trois approches différentes. Oh, et ce que lui te traduit, c'est Star Wars. Hein. C'est la guerre des étoiles, le truc. Hein. Et c'est magique, j'adore. Et il a vécu pendant 3 ans avec des gardes du corps parce que. Ah ben oui. Bon, maintenant, il a écrit 3-4 bouquins, donc voilà, je pense qu'ils le laisseront tranquille, mais. Il s'est pas fait que des copains. Ah non, il s'est pas fait que des copains, et ça vaut le détour, les bouquins, j'adore. Ils sont traduits en français, ces bouquins? Oui, absolument. Ouais. Non, mais ça, c'est intéressant. Ah, c'est passionnant. Ouais. Et voilà, parce que le gars, il dit, mais moi, je ne suis pas ufologue, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je vous donne juste une traduction littéraire telle qu'elle est réellement, pas telle qu'ils veulent vous la servir, telle qu'elle est pour de vrai. C'est Star Wars. Mais c'est ça. Juste, tu vois, au tout début, je ne sais plus quel frère, c'est Caïn qui tue Abel, je crois, dans la Bible, comme ça, quelque chose comme ça. Et du coup, il est chassé du jardin d'Éden, je crois. D'Éden, hein. Ouais, voilà. Mm-hmm. Et du coup, on est d'accord, il y a Adam et Ève et ses enfants, ça s'arrête là. Et Caïn, il est chassé. Et du coup, il se marie. C'est écrit qu'il se marie. Mais il se marie avec qui? Puisqu'ils n'étaient que 4. C'est ça. Voilà, c'est plein de questions que. Non, voilà. C'est ça. Ouais. Et, oui. Donc, bon. Et Adam, en sumérien, ça veut dire bétail. Ah oui. Voilà. Ah ouais, on est d'accord. Pas rêver, c'est sûr. Non. Et après, on peut aller. Voilà, il y a des recherches de plusieurs personnes. Je pense à Anton Parks, par exemple, ou son épouse Anaël. Voilà, où on parle plutôt d'extraterrestres. Après, on va pas rentrer dans le sujet, mais voilà, c'est. Non, si, mais c'est exactement ça. Moi, mes crânes, c'est la même chose. Les crânes en cristal, la légende parle de 12 mondes galactiques. C'est quoi? C'est ça. Ben oui. Et à chaque fois, ça revient là. Voilà. Moi, quand je voyage beaucoup, quand je parle avec les anciens, quand je leur demande d'où viennent leurs dieux, leurs divinités, ils montrent tous les étoiles. Hein, ils ne me montrent pas le truc d'à côté. Hein. C'est sûr.
C'est sûr. Ouais. Le personnage les cheveux blancs et barbu, je suis pas sûr que. À part le Père Noël. Hein. Ouais, voilà. Et encore, il a été inventé lui aussi. Ouais. C'est Coca, merci. Faut pas le dire, c'est Coca, voilà. Non, il était vert au départ. Ouais. Oui. Bon, en tout cas, Patrice, franchement, merci beaucoup pour cette émission, pour cette découverte fantastique, pour les photos que tu nous as permis de montrer à l'écran. C'est vraiment, voilà, on a envie d'en savoir plus, on a envie que voilà, de savoir où ça peut mener. Et je serais ravi de te réinterviewer une fois que tu auras les retours des analyses. Ça, pas forcément une très longue émission, mais de faire quelque chose, voilà, pour savoir où ça en est, de suivre un petit peu l'actualité des crânes longs. Allez, ça marche. Merci beaucoup à toi. Merci à vous tous et à très bientôt. Voilà, passez une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.